Gaël Josse, Vers-mer entre deux songes, dernier chapitre. De retour downtown, après ma visite au Metropolitan, je quitte l'intenable chaleur du métro à la station de East Broadway, au cœur de Chinatown. C'est là que se trouve mon hôtel. Des femmes menues s'abritent du soleil sous des parapluies. D'autres transportent des sacs de course en plastique qui leur scient les doigts. Soudain, je m'arrête devant une vitrine. C'est celle d'un fast-food, minuscule. Un couloir, à peine, graillonneux et encombré, 2 tables près de la vitrine constellées d'autocollants décolorés. La peinture est écaillée, le sol souillé de traces de pas. L'offre alimentaire est constituée de photos sous plastique, commentées en idéogrammes. Seul le prix est affiché en dollars. À la table la plus proche de la rue, une jeune femme dort. Devant les reliefs de son dîner, une barquette en polyester blanc, rendue translucide par le gras, au fond de laquelle demeurent quelques nouilles entremêlées et une paire de baguettes jetables en bois. Et aussi une boîte métallique de bière et un gobelet en plastique strié. En face d'elle, une autre barquette vide, une autre canette. Elle n'a pas dîné seule. Son menton touche sa poitrine. Elle porte un t-shirt froissé, rose, délavé. Elle pourrait s'appeler Changmu ou Fanyin, mettons. Dans ce décor sordide, sa nuque fine, souple, et ses cheveux noirs, brillants, attachés en queue de cheval haute, se détachent avec une élégance précise, incongrue ici. L'air brûlant de la ville, lacéré par les sirènes du NYPD, la laisse indifférente. Elle dort. Je reste là, immobile devant cette troublante réplique de mon endormi du Metropolitan. Vertige, stupeur, étrange, troublante correspondance. Le tableau s'invite dans la vie. J'imprime en moi chaque détail de cette scène que je ne photographierai pas. Je ne suis pas une voleuse d'images, de sommeil. Pas une voleuse de la nudité d'un visage assoupi, abandonné à ses songes sous un néon blafard. Je poursuis mon chemin en me demandant si j'ai rêvé. La boutique voisine est une sorte de billetterie bon marché. Elle propose des voyages en bus à destination de Philadelphie ou Baltimore. Ce sera une nuit agitée, à bagarrer avec le système de climatisation. Trop froid, arrêt. Trop chaud, rien à faire. Ce sont des rêves étranges. Le tapis oriental rouge sombre et ses motifs, contournés, m'étouffent et s'enrichissent d'idéogrammes qui envahissent les murs. La jeune chinoise prend un fruit dans la coupe de porcelaine de Delphes et le dévore les yeux fermés. Le bruit des sirènes fait exploser une fenêtre au carreau serti de plomb. Je me réveille en sueur. Au dehors, le ferraillement du métro aérien sur Manhattan Bridge. Chinatown et Flushing, dans Queens, les villes chinoises dans la ville. Quartier fourmillant de vie, d'êtres. Tout est à vendre. Vaisselle, vêtements, fruits, épices, poissons, fruits de mer, contrefaçons, bijoux, soins de beauté, tatouages de lèvres ou de sourcils. On dit que certains habitants vivent là depuis 40 ans et ne parlent pas un mot d'anglais. L'immigration clandestine y trouve refuge. C'est un repli de la ville qui abrite et exploite la misère, s'en nourrit. Je revois le visage épuisé de la jeune chinoise de East Broadway, le corps échoué, naufragé, accroché à la table en plastique poisseux. Présence infime, diluée, fondue, absorbée par la ville, celle-ci ou une autre. Peut-être est-elle partie en bus pour Philadelphie ou Baltimore, ou travaille-t-elle à une rue d'ici, ou toute autre chose. Je repense à la nuque étroite, tendue, aux cheveux brillants, aux 2 canettes vides, à la place abandonnée en face d'elle. Mes 2 endormis de Manhattan, qui se rejoignent dans leur mystère, dans leur abandon, dans l'infini de la ville, dans l'infini des possibles, des rêves, au tiède de leurs paupières lassées. Dépouillement de l'être dans le sommeil, rien de flatteur dans cette nudité,
dans cette crudité des traits sans phare, sans masque. Le lendemain, en allant prendre le métro, je suis passée devant l'échoppe. Elle était fermée. Rideau de fer baissé, retenu au sol par un gros cadenas. Je ne reverrai pas mon endormi de l'East Broadway. Tout près de la vitrine, un homme vend 2 poissons, posés dans un filet à provisions, lui-même posé sur un sac de riz, à même le trottoir, sans glace. Je passe vite en contournant sa marchandise. Un peu plus loin, c'est un jeune garçon qui vend dans un carton des bouteilles de Gatorade, des sodas aux effrayantes couleurs fluorescentes, jaune, vert, bleu, orange. Je le remarque parce que lui aussi porte un t-shirt rose fatigué, aux manches froissées sur ses bras maigres. Vermeer, Hopper, Larue, 3 égarés, 3 infimes maillons de l'humanité, 3 inconnus, 3 anonymes, 3 énigmes, 3 histoires que nous ne connaîtrons jamais, et dans chacune, quelque chose d'impalpable, qui m'étreint, me saisit, me bouscule. À l'identique, cette façon dont le sommeil nous désarme. Je comprends alors pourquoi j'écris. J'écris pour dire des histoires d'égarés, de démunis, de perdus, d'abandonnés. Des histoires d'errants qui marchent au bord de leur gouffre, qui s'égarent dans leur labyrinthe. Des histoires de quel amour blessé. Des histoires de mal-aimés, de maladroits, d'enfants solitaires, d'humains trop humains, de désarçonnés. L'endormi du Métropolitain traverse les siècles en s'offrant à nos imaginaires, face à son vin d'oubli, ou sa coupe d'amertume. Parenthèse ensommeillée et solitaire, c'est là notre seule certitude. Il y a la chaleur de la pièce, dont on ne voit pas la fenêtre, étoffe lourde, couleur brûlante, profonde, de carmin, de garance, de vin lourd qui réchauffe le corps et l'engourdit. Il y a la précision, le ciselé du détail, les motifs de la coupe de fruits et le drapé du linge transparent qui la couvre à demi, la transparence des verres que le regard apprivoisé devine sur la table. Quel contraste avec ce vide sur la droite composé de rectangles, espace géométrique et inhabité. Espace de fuite, univers opaque, dense, où ne règne que le silence. Ici, l'art du peintre transcende le sujet. La scène convenue a connotation morale. Parfois, la figure imposée échappe au traitement et prend un chemin inattendu, une densité soudaine qui interpelle. Et où, mieux que dans cette ville du multiple de l'abondance, dans cette ville mouvante, contradictoire, insaisissable, être saisi par l'inépuisable, par tous les possibles qui naissent de ce tableau. Ce qui s'est joué dans cet espace clos, autour de la table, a été. Pour l'absent, l'effacé, peut-être était-il temps de répondre à ce qui l'appelle. Temps de laisser cette femme dans sa robe lourde, dans cet intérieur pesant qui sent la muscade et la cannelle, le gingembre et les pommes qui cuisent dans une casserole de cuivre. Le linge, dans les chambres épliées sur des armoires sombres, cirées, comme si la vie n'avait pas d'autre objet que de faire briller boiseries et carrelages. Les hommes entrent, ôtent leurs bottes, déplacent leurs pourpoints, posent leurs épées et leurs chapeaux. Ils avalent les rôtis, les compotes, les gâteaux, se désaltèrent de vin lourd et de genièvre. Ils se reproduisent, gémissent, derrière les courtines d'un lit en bois sculpté. Puis ils partent, vers le jour, vers le monde, vers la lumière montante. Les femmes restent, à voir grossir leur ventre, gonfler leurs seins, à enfourner les rôtis, les tartes, les biscuits à la cannelle, à pocher les esturgeons. Elles cuisinent pour les hommes qui vont rentrer, dévorer, avant de dévorer leur corps, à elles et les faire gémir.
Peut-être est-ce à tout cela que songe notre endormi. Car les âmes, les corps et les cœurs ne sont pas toujours aussi bien rangés qu'une armoire flamande. Les lassitudes, les regrets, les remords se faufilent entre les fils des draps et tracent des faux plis. Et tout cela se glisse aussi dans les toiles de Vermeer, dans les scènes moins immobiles et moins sages qu'il n'y paraît. L'âme est nue sous le vernis de la toile qui semble avoir figé les personnages, comme la méchante fée du conte endort les habitants du château dans leur pose au moment du sort jeté. Chez lui, le geste est suspendu pour l'éternité, comme une longue apnée que le spectateur cherche à rompre, à soulager en lui prêtant des mouvements d'âme. Révélateur et exutoire de nos tracas les plus intimes, les plus inconscients, dans l'obscur de l'âme. C'est là le don le plus absolu que peut nous faire un artiste par-delà le temps, car les battements de cœur sont éternels, comme le sont les vagues, l'océan, le vent, le ciel, les nuages et la course des étoiles, comme les paupières closes de mes deux endormis au creux de la ville.